Bonjour à tous, en direct ou en différé pour ce visio-café autour de la question de la médecine esthétique dans le prolongement du livre blanc que nous avons publié il y a maintenant quelques semaines. Nous nous étions intéressés avec l'Institut Sapiens à ce qu'on pourrait appeler des formes de marge de la médecine, ou en tout cas des formes de la médecine ou de pratiques de santé qui sont un petit peu en dehors des radars en général, auxquelles on s'intéresse moins. On s'y était intéressé avec la santé mentale et nous sommes revenus il y a quelques semaines avec la question de la santé esthétique qui n'était pour le coup vraiment pas, dans les radars jusqu'à il y a peu de temps. Et nous avons essayé d'objectiver cette question, d'en savoir un petit peu plus, d'avoir des chiffres sur la réalité et puis de faire des propositions. Et j'ai le grand plaisir pour en parler de recevoir Tracy Cohen-Sayag. Bonsoir Tracy. Bonsoir. Tracy, tu es directrice de la Clinique des Champs-Élysées. Clinique des Champs-Élysées qui est l'institut qui nous a permis d'objectiver, d'aller chercher la réalité concrète d'un marché qui est en pleine évolution. Alors, au cours de ce visiocafé, où bien sûr, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser les questions dans le chat et moi je les répercuterai tout à l'heure. Au cours de ce visiocafé, donc, je propose qu'on commence peut-être par essayer de parler de la réalité d'un marché qui semble comme parfois d'ailleurs trop connu et qui est donc mal connu parce qu'il est trop connu. En tout cas, on a l'impression qu'on sait ce que c'est quand on l'évoque, chirurgie esthétique, et en réalité, la diversité des actes est beaucoup plus grande qu'on le pense, et puis surtout, le type de public, le développement du marché, le type d'acteurs, je crois que c'est ça ce qui est intéressant que pour les spectateurs, on essaye d'objectiver. Alors, la santé esthétique, pour commencer, Tracy, qu'est-ce que c'est en fait ? Exactement, c'est extrêmement large, et c'est aussi ce qui le rend passionnant. Vous avez mentionné chirurgie esthétique, mais c'est la petite partie à la limite qui a été connue et qui est réglementée et régulée depuis un long moment. Et en revanche, la médecine esthétique, qui correspond aujourd'hui à ce qu'on qualifie de santé aussi esthétique à 360, elle n'est absolument pas clairement régulée, encadrée et même reconnue à juste titre. Et lorsqu'on parle de médecine esthétique, on va vraiment être très large et diversifié dans le type de traitement qu'on peut évoquer, et on va aussi bien s'intéresser à des problématiques de peau, donc de cernes, anti-âge, taches, cicatrices, vergetures, que des problèmes d'acné, que des problèmes qui concernent tout ce qui est autour du capillaire, donc de la chute de cheveux, en prévention ou en correction. On peut très bien aussi parler des problématiques qui traitent de la silhouette, à la fois sur du relâchement cutané, sur de la cellulite, vergeture, un relâchement dû à toutes sortes d'événements. On peut parler aussi de santé intime. Il y a énormément de traitements là-dessus, sur la pré- et post-grossesse, pré- et post-ménopause, suite à des cancers. Enfin, il y a énormément de technologies aujourd'hui qui permettent aussi de traiter ces sujets qui concernent la santé esthétique. Et puis évidemment, tout ce qui concerne les problématiques de laser, de dépilation laser, de détatouage. Tous ces phénomènes sont aujourd'hui sont représentatifs de ce qu'on appelle la santé esthétique. Alors, je crois que c'est important de souligner, quand on parle par exemple d'épilation, on a l'impression de quelque chose d'un peu léger. Et justement, dans les distinctions qui seraient importantes de faire, qui devront être faites, c'est la distinction entre ce qu'on pourrait appeler des interventions vraiment de confort et des interventions qui sont des interventions qui correspondent au soulagement d'une forme de mal, de mal-être. Je crois que c'est cette partie des sujets qu'il faut qu'on traite évidemment. Exactement. Et d'ailleurs, on a étudié sur ces 10 dernières années, on a essayé de mesurer le nombre de patients qui sollicitaient les médecins, puisque tout passe évidemment par un médecin. Oui, c'est un point sur lequel il faudra qu'on revienne, le processus. Voilà, le parcours patient, le projet médical qui est mis en place. Mais globalement, on a essayé en tout cas de mesurer avec ces médecins leurs demandes, et finalement les patients qui viennent les voir avec une demande qu'on peut considérer comme une demande de confort ou même en excès, et les patients qui finalement ont une demande d'accompagnement pour une amélioration de la qualité de vie, pour un complexe, pour une amélioration du bien-être mental, pour un besoin de réinsertion, ou tout simplement parce que la personne se sent mal. Et quand on mesure ces chiffres, c'est là qu'on se rend compte finalement qu'on n'est pas du tout aligné avec la réalité de ce qu'on voit et de ce qu'on perçoit à travers les médias, qui finalement stigmatisent énormément le secteur de la médecine et de la santé esthétique finalement, en ne montrant que les excès d'une part, et les dérives de l'autre.
Et les échecs d'ailleurs, Et les échecs. mais qui doivent être montrés justement, parce qu'en général ils correspondent en fait à une transgression du processus, hein, évidemment. Bien sûr, et il faut sensibiliser et aussi là-dessus, ça reste des actes qui sont médicaux, qui doivent être faits par des médecins évidemment, mais disons qu'il y a finalement même une façon de montrer les traitements qui sont associés à la santé esthétique qui est tellement préjudiciable pour les patients qui même eux-mêmes viennent à s'en poser les questions si c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'ils ne vont pas être jugés pour avoir finalement consulté un médecin parce que finalement on a des problématiques d'acné, de cicatrices d'acné, de taches, qu'on a été marqué par un cancer, par une grossesse, par un décès ou juste par un stade de sa vie où on se sent pas bien et où on a envie de se sentir mieux. Et aujourd'hui, il y a des vraies solutions qui existent. Et c'est pas celles qu'on montre et c'est pas celles qu'on voit, en tout cas à travers à la fois les médias et surtout ces dernières années. Et c'est aujourd'hui ce pourquoi on considère que si on s'intéresse un tout petit peu aux chiffres, on a une réalité qui est totalement différente. C'est-à-dire que quand on nous parle de médecine esthétique, d'abord on pense tout de suite chirurgie. C'est là peut-être qu'il faut dire que par exemple pour la clinique des Champs-Élysées, la chirurgie c'est 20% du chiffre d'affaires. On prend pas le nombre d'actes, parce qu'effectivement il y a beaucoup plus de nombre d'actes qui seraient non chirurgicaux évidemment, parce qu'il y en a beaucoup plus. En revanche, même si on prend en valeur, en réalité c'est un pourcentage qui est faible. Et ça c'est seulement sur la structure qui se trouve à Paris. Si on regarde sur la totalité des actes en France, c'est 5%. D'accord, donc c'est très faible. C'est très très faible. En fait, sur la structure parisienne historique qui fait de la chirurgie esthétique, est la seule finalement, puisqu'il y a une seule structure du groupe qui l'en fait. Effectivement, on est à 20% de l'activité, mais au global, sur la France et sur les chiffres qu'on a pu sortir au cours de cette étude, on est à peu près à 5%. Donc c'est vraiment très très faible. Et c'est pourtant souvent, comme vous dites, et c'est une remarque qui revient très régulièrement, quand on parle des fois d'une injection ou d'un laser, d'un excès ou d'un échec, on parle souvent de chirurgie esthétique pour qualifier des actes qui en fait ne font pas partie du spectre de la chirurgie esthétique. Mais comme c'est le seul secteur qui a été encadré, qui est reconnu, et la seule spécialité aujourd'hui qui peut en tout cas prôner l'esthétique, souvent quand on parle d'une injection ratée, on parle d'un acte de chirurgie esthétique. Quand on parle d'une complication liée à un acte de médecine esthétique, on parle finalement de chirurgie esthétique. Et c'est déjà le premier amalgame qui est fait effectivement et qui peut laisser souvent prêter à confusion. Oui, donc il y a effectivement une confusion de ce point de vue-là et aussi une association de cette chirurgie esthétique à une volonté, par exemple, de ne pas vouloir vieillir ou une sorte de superficialité. Et c'est là qu'il y a peut-être une question intéressante à poser sur le regard que nous portons sur la chirurgie esthétique et sur le travail sur soi, sur la question de son propre regard sur soi. C'est intéressant de constater que dans d'autres pays, je crois que le Brésil, le taux de pénétration des actes esthétiques, c'est autour de 50% de la population. C'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits où c'est vraiment une pratique qui est très très largement vue. Une partie du problème de la non prise en compte aujourd'hui des obligations, en tout cas des nécessités spécifiques de la médecine esthétique, vient de la façon un petit peu marginale dont on la considère comme étant quelque chose peut-être de moralement un peu honteux. Il y a quand même un petit peu ce jugement moral qui s'applique aujourd'hui. Il y a un vrai jugement en France. C'est vrai qu'on retrouve très peu en Europe, voire pas, et encore moins un peu plus loin. Et c'est un jugement qui finalement s'était un petit peu amélioré et qui depuis 2 ans, et c'est aussi pour ça qu'on a considéré qu'il était nécessaire de peut-être prendre un petit peu la parole pour remettre les idées claires et l'appuyer avec des chiffres. À l'époque du Covid, il y a eu une vraie accélération du nombre d'actes en France parce que justement une prise de conscience de beaucoup de patients que finalement on a envie de se faire plaisir et vu le contexte, on met un peu moins d'impact sur ce que vont penser les collègues au bureau. Finalement, les patients et les patientes ont commencé à venir fréquenter des établissements pour traiter leur santé esthétique, avant tout pour se faire du bien et pour se faire plaisir parce qu'ils n'ont pas pu partir en vacances, parce qu'ils ont eu très peur. Et c'est souvent ce qu'on remarquait dans les enquêtes qu'on a menées juste après le confinement. Et puis sur les 18 derniers mois, il y a eu plusieurs scandales qui ont éclaté, notamment sur les fake injecteurs et bien d'autres. Et finalement, il y a une vision complètement négative qui s'est recréée autour des sujets qui ne sont plus du tout tabous, parce que ce n'est plus tabou d'avoir recours à de la médecine esthétique. Par contre, ce jugement moralisateur, il est vraiment très présent en France. Et effectivement, si on est en permanence en train de montrer un petit peu des images qui ne sont pas représentatives du marché, en train d'assimiler un patient qui va dans un cabinet de médecine esthétique parce qu'il a envie de se sentir mieux, parce qu'il a un complexe, parce qu'il ne se sent pas bien, et qu'à côté, on stigmatise en ne montrant que des patients
de télé-réalité ou ce type de profils finalement qui eux sont clairement dans l'excès et qui ne sont absolument pas représentatifs des patients qui ont recours en permanence à de la médecine esthétique, et bien là effectivement on donne l'impression en tout cas à un patient que c'est négatif de vouloir prendre soin de soi, qu'on est peut-être dans la superficialité, que ce n'est pas nécessaire. Pourtant le patient se sent mal, il n'est pas bien mentalement, moralement, il ne se sent pas bien dans sa il se sentir pas bien, et on a mesuré l'impact de ces actes au quotidien sur ces patients. On sait que c'est positif, on sait que ça les accompagne, on sait que ça améliore la qualité de leur bien-être, et aujourd'hui les médecins qui pratiquent la médecine esthétique font ce métier avant tout pour ça. Sur l'évolution du marché, on parlait d'une progression de la demande, elle était vraie avec le Covid, mais elle existait avant. C'est aussi une évolution sociétale, je crois, dont il faut parler. Il y a des standards dans peut-être le regard qu'on porte sur soi, qu'on le veuille ou non, qui évoluent en fait, hein, on a l'impression. Exactement, et je dis souvent, est-ce qu'on place le débat au bon endroit en étant pour ou contre finalement. Il y a un constat qui est évident, en France on est presque déjà à plus de 10% de pénétration en France, donc plus d'un Français sur 10 a déjà eu recours à un acte de médecine esthétique, et on est en pleine progression, et a priori ça ne va pas reculer, ça ne va faire que augmenter, et c'est pour ça aussi qu'il y a un vrai besoin de reconnaître et de comprendre pourquoi les patients et les patientes y ont recours. Il y a aussi beaucoup d'innovation, donc effectivement le regard sur soi, l'importance de l'image probablement a de plus en plus d'impact en tout cas qu'il y a quelques années. Après je pense aussi, ce qu'on constate aussi, c'est que l'offre de soins est beaucoup plus importante aujourd'hui, et on peut traiter bien plus de choses en santé esthétique aujourd'hui qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a eu énormément d'innovations qui ont permis aussi de répondre à des besoins qui de toute façon n'avaient pas forcément de réponse. Je ne pense pas qu'un patient qui a de l'acné, des cicatrices d'acné profondes qui restent des fois toute une vie, n'a jamais eu envie, entre guillemets, de s'en débarrasser, même il y a 15 ans ou 20 ans, même à une époque où le regard sur soi était peut-être moins important, mais juste il n'y avait pas forcément de traitement. Ça c'est vraiment intéressant, ça veut dire que cette offre, elle ne crée pas cette demande, en fait elle répond à un besoin qui était latent la plupart du temps. Peut-être que des gens d'ailleurs parfois ignorent qu'il y a des solutions à des problèmes qu'ils ont, peut-être encore aujourd'hui, peut-être justement parce que c'est un petit peu honteux, et que c'est une évolution sociétale, mais c'est aussi une évolution technologique, je crois qu'il faut le dire. Exactement, c'est une évolution qui est à la fois sociétale et technologique. Il y a des choses qu'on arrive à faire aujourd'hui qu'on ne savait pas faire avant. Il y a énormément de choses, et quand on regarde toutes les études qui sont en cours et toutes les nouveautés à venir sur les 3, 4, 5 prochaines années, c'est assez impressionnant la vitesse justement à laquelle ces technologies évoluent. C'est aussi pour ça que c'est compliqué, il faut faire les bons choix, et ça nécessite aussi des investissements sur des plateaux techniques performants, d'où la nécessité de pouvoir offrir aux médecins l'accès à ce type de plateau technique pour pouvoir offrir justement une vraie réponse sur de la santé esthétique performante. Alors sur le développement, on avait noté dans le livre blanc qu'entre 2019 et 2022, on avait dénombré 3,5 millions de requêtes liées à la chirurgie et à la médecine esthétique par mois, ce qui était une progression d'environ 16% sur la période. Et donc ça, c'est toujours évidemment des signaux intéressants de gens qui se renseignent, même si probablement, c'est un des problèmes dont on parlera, l'information elle n'est pas aussi bien peut-être disponible, clarifiée pour un client qui tout d'un coup se lance sur internet et se dit tiens je veux avoir recours à des services. C'est peut-être quelque chose dont on devra parler, mais avant ça j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur la compréhension de la demande aujourd'hui. Voilà. Qui a recours à la médecine esthétique? Est-ce que c'est d'abord des femmes? Est-ce que c'est d'abord des femmes jeunes? Est-ce que c'est d'abord des femmes jeunes parisiennes? Quelle est la place des territoires? Quelle est la place des personnes plus âgées? Quelle est la place des hommes? En gros, est-ce que l'image d'Épinal, qu'on a par définition à peu près sur les personnes qui vont avoir recours à la chirurgie esthétique, est-ce que c'est une image d'Épinal qui est vraie? Alors, comme souvent, non. Comme souvent, on parle toujours de patients. De patients, oui, bien sûr. En fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans les clichés qu'on peut avoir. On n'a pas un type de profil qui va fréquenter les plateaux techniques ou qui vient voir les médecins. On a pas autant de femmes que d'hommes, mais beaucoup plus d'hommes aujourd'hui qu'à 10 ans. Ça, par contre, il y a une vraie évolution là-dessus. On a presque 30% de patients qui sont des hommes, qui fréquentent... 30% d'hommes, c'est quand même déjà important par rapport à la représentation qu'on a. Et en 2010, on était aux alentours de 5%. Parce que, disons que la mesure de la donnée, nous, on l'a toujours prise très au sérieux, et ça a toujours été aussi ce qui a alimenté notre vision et notre développement, puisque l'objectif a toujours été de le faire
en étroite collaboration avec les médecins et afin de répondre à un besoin qui vient des patients évidemment avant tout. Bien sûr. Donc 5% d'hommes en 2010, aujourd'hui on est à pratiquement 30%. C'est impressionnant comme progression. Ouais. Et si on regarde le profil en termes d'âge, à partir de 18 ans évidemment, parce que c'est interdit, on ne traite pas des patients qui sont mineurs, mais de 18 ans à 25 ans, on est surtout sur des problématiques d'acné et de laser, une grande majorité. Ouais. Et à partir de 25 à 30 ans, on a différentes catégories de traitements qui peuvent rentrer en considération. Mais on a des patients qui ont 40, 50, 60, 70, 75 ans qui continuent à venir parce que justement, ils ont des traitements qui les aident à se sentir bien, mieux, à les accompagner dans leur vieillissement. Vous parliez d'accompagnement du vieillissement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, un homme à 40 ans, c'est un homme jeune qui est souvent au début de carrière, enfin en plein boom de sa carrière. Et parfois, la réalité de ce qu'il perçoit ne reflète pas la façon dont il se sent justement à l'intérieur. Et quand on commence à avoir l'air un petit peu fatigué, ça peut déranger. Et aujourd'hui, il y a des vrais moyens de pouvoir justement redonner un petit peu ce petit coup de jeune, on va dire, coup de frais, qui fait que on se ressent bien dans sa peau et donc on se réintègre aussi mieux socialement et on arrive au bout de ce qu'on a envie de construire à la fois sur le plan personnel que professionnel. D'accord. Tous les âges, tous les sexes, sur les territoires, est-ce que c'est très parisien? Et peut-être qu'il faut parler des niveaux de prix. Je pense que c'est important aussi que la présentation des gens, c'est quand même que c'est théoriquement cher. Évidemment, ils pensent d'abord à la chirurgie esthétique, donc des actes beaucoup plus lourds, plus invasifs. Finalement, est-ce qu'on peut parler alors du type de public dans les territoires? Je sais que la clinique Champs-Élysées, elle est présente dans beaucoup d'endroits. Et peut-être des questions de prix un petit peu. Oui, bien sûr. Et donc de niveau social, je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est aussi ça. La médecine esthétique, c'est de pouvoir y aller régulièrement. Un traitement, c'est jamais en une seule fois, c'est 3-4 séances. Souvent, ce sont des traitements courts, mais qu'il faut renouveler. Et donc, c'est compliqué. On ne va pas venir à Paris pour faire un traitement qui va durer une demi-heure. Et puis, si on a besoin de venir voir son médecin en contrôle la semaine d'après, on ne va pas revenir à Paris. Donc oui, en tout cas, la patientèle, qu'elle soit en région ou en France, quelles que soient les localités, dans le sud, dans le nord, on a été au départ Nice-Bordeaux, c'était un petit peu l'idée de voir que ce soit dans le nord, dans le sud, s'il y avait une différence. Pas de différence, c'est le même type de patientèle, de 18 ans à 75 ans, tout type de patientèle confondue. Il n'y a pas uniquement des patients qui ont les moyens de s'offrir le traitement, justement. Notre patientèle, c'est plutôt monsieur et madame, tout le monde, qui justement vont vouloir avoir accès à ce type de soins, mais vont vouloir être sûrs d'aller au bon endroit et de ne pas, entre guillemets, investir des sous sur un médecin qui n'aurait pas forcément eu les bonnes technologies à sa disposition ou les bonnes formations, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Comme il y a un vrai manque d'informations claires pour le patient, les patients vont sur Internet. C'est clairement le moyen d'information qui est utilisé par 80% des patients et des patientes. Seulement sur Internet, il y a absolument tout et n'importe quoi. Et donc c'est vrai que nos plateaux techniques, en tout cas, ont permis d'être rassurants à l'égard de certains patients, comme d'autres centres qui vont vers également. Mais vraiment pas un type de profil de patient. L'objectif, c'est de rester très abordable en prix. Nous, c'est le positionnement qu'on a. Parce que comme la différence, peut-être le souligner ou le rappeler par rapport à tous les autres actes de médecine, c'est que ceux-là ne sont pas remboursés, par définition, par le système. Ils ne sont pas supportés, en tout cas, par le système social. Donc déjà, évidemment, ils ne sont pas pris en charge. On parle de bien-être, on parle d'amélioration de qualité de vie. C'est le médecin qui fixe ses honoraires de manière individuelle à chaque acte. Et c'est eux qui fixent et qui donnent en fait, le plan de traitement en fonction du patient qui est en face. Mais ils ont à disposition des plateaux techniques qui sont justement très performants, avec des équipes qui sont habilitées à travailler avec eux en collaboration. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et le prix moyen que l'on va retrouver dans tous nos plateaux techniques, qui sont fixés par les médecins, mais globalement on les mesure, on les analyse, restent très abordables et accessibles à tous les patients, parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir répondre à une demande avec un prix qui soit accessible à tous. D'accord. Alors, il faut qu'on parle maintenant d'un sujet important qui est celui du parcours patient. Qui est important pourquoi? Parce que, évidemment, l'une des peut-être des objections ou des craintes qu'on peut avoir pour la santé esthétique, c'est justement qu'elle soit liée, en particulier chez les plus jeunes, on pourrait appeler ça à l'effet filtre, au fait que l'exigence est une forme d'exigence de beauté, de standard, finissent par s'imposer, peut-être aussi de standardisation, d'uniformisation des apparences. Les filtres de TikTok, par exemple, pour ne pas le citer, aidant, fassent que les personnes se sentent mal et se sentent obligées d'évoluer dans leur apparence. Il y a quand même une forme à ce moment-là d'évolution qui est plutôt mauvaise.
comment se passe le parcours patient alors, à la clinique des Champs-Élysées, en quoi c'est la règle, qu'est-ce qui se passe, et peut-être en quoi peut-être là il y a différents types d'acteurs. Bien sûr. C'est l'une des raisons pour laquelle on a justement lancé il y a plus d'1 an un pacte éthique en collaboration avec ces médecins. C'est pour justement pallier à cette prise de conscience qui doit être faite par tous les praticiens qui effectuent et qui travaillent dans le secteur de la santé esthétique, pour justement éviter qu'on ait des patients et des patientes qui considèrent ou qui pensent qu'il faut ressembler à ce qu'on ressemble avec un filtre, ou que finalement même l'utilisation du filtre est réelle et doit être finalement le critère ou le standard de beauté actuel. Et donc on est forcément acteur important dans l'univers de la santé esthétique, et on a pris justement cette mission à cœur avec les médecins avec lesquels on collabore, et on a donc monté ce pacte éthique ensemble qui explique finalement qu'il est très important de continuer à faire beaucoup de pédagogie et d'éducation, surtout auprès des jeunes, puisque ce sont surtout eux qui sont utilisateurs des filtres aujourd'hui, sur la réalité qu'il ne faut pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, qu'on ne peut pas ressembler à un filtre, que la beauté, les défauts, c'est le charme aussi, et qu'il faut absolument garder ses défauts. Par contre, que s'il y a un complexe ou quelque chose qui est vraiment dérangeant, évidemment, les médecins sont à disposition pour pouvoir les accompagner. Et les médecins ont eux-mêmes, dans leur formation, dès le début de leur internat, une vraie formation sur la psychologie. Chaque médecin a été formé en psychologie et capable, lors de sa consultation, de déceler un patient qui ne serait pas en mesure, entre guillemets, de prendre une décision éclairée parce que trop jeune, parce que a envie de ressembler à quelqu'un d'autre. On mesure évidemment ce type de consultation parce qu'on a un moyen avec les outils qui sont mis à disposition des médecins, pour le médecin de pouvoir signaler finalement lorsqu'il est en face d'un patient qui vient pour une consultation qu'il ne doit pas à qui il ne doit pas donner suite. C'est extrêmement faible malgré tout. On a quand même très peu de patients qui viennent avec des photos et des standards totalement excessifs. Par contre, il y a beaucoup de patients pour qui la consultation permet justement de remettre à plat la réalité de ce qu'on peut obtenir avec de la médecine esthétique et de ce qu'on ne pourra pas, et des mauvaises raisons pour lesquelles il ne faut pas faire. Donc ça, c'est très important. C'est une réalité. Les filtres ont donné envie à beaucoup de patients de se sentir mieux et d'avoir une plus belle qualité de peau. Il y a un vrai impact là-dessus. Pour autant, l'envie de se transformer, il y a eu un effet mode à un moment avec l'univers de la télé-réalité qui a eu vraiment 1 ou 2 années de très grosse présence médiatique. Et on a pu avoir peut-être un peu plus de demandes à ce moment-là que les médecins ont gentiment refusé ou découragé, ou essayé de conseiller sur d'autres traitements, ou de réorienter. Mais globalement, sur les 12-18 derniers mois, en tout cas, on n'a pas du tout mesuré une croissance de cette demande, une récurrence à excès finalement. Et on a aujourd'hui, franchement, et ce dans toute la France, et quels que soient les patients et les patientes, et quel que soit leur âge, au contraire, en général, les patients et les patientes ont des demandes de traitement, mais ne souhaitent pas ressembler à ce qu'on peut voir à la télé. C'est souvent ce qui ressort, et c'est souvent ce qui fait peur, parce que comme c'est ce qu'on voit uniquement, les patients et les patientes eux-mêmes se demandent, mais est-ce que finalement, si je fais une injection, tout de suite, je vais ressembler, je vais être transformée, je vais ressembler à ça. Et c'est pas du tout, évidemment, c'est pas l'objectif, c'est pas ce pourquoi les médecins font ce métier, et c'est évidemment pas la bonne solution. Donc on continue en tout cas à participer à l'éducation. Je pense que c'est important de continuer à le faire et de continuer à expliquer que ce serait triste un monde où tout le monde se ressemble et tout le monde se transforme, que la beauté reste naturelle. Après, je pense malgré tout, c'est ma conviction, que la beauté reste très subjective, malgré tout, et que c'est propre aussi à son temps, à son pays. Enfin, si on regarde les standards de beauté il y a 30 ou 40 ans, c'était absolument pas les mêmes qu'aujourd'hui. Si on voyage un peu et qu'on va dans certains pays, également les critères de beauté ne sont pas les mêmes. Est-ce que pour autant il y a un critère à imposer? Est-ce qu'il faut être dans le jugement permanent de l'autre? Nous, en tout cas, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'évidemment, la transformation n'est absolument pas ce qui est souhaitable dans la santé esthétique, et il faut, pour faire en sorte de la limiter, il faut en parler, et il faut faire de la pédagogie, et il faut surtout encadrer les acteurs qui font ce métier, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel médecin est capable de faire de la médecine esthétique, mais même des non-médecins, parce qu'il y avait très peu de pédagogie autour de tout ce qui se passe. Donc ça, c'est hyper important. Et les médecins qui sont habilités à faire de la médecine esthétique sont eux-mêmes concernés, et ce sont ceux qui font les prescriptions qui doivent encadrer et accompagner les patients et les conseiller. Et les acteurs qui ont une visibilité comme nous, on peut l'avoir sur les réseaux, on a pris à cœur en tout cas ce rôle. On sait qu'on a plus de 50% des personnes qui visitent notre site internet ou nos réseaux sociaux qui sont jeunes, et donc en permanence on a dans notre équipe interne de communication
des séquences qui sont de plus en plus présentes et qui qui ont lieu toutes les semaines pour justement rappeler à l'ordre, remontrer aux patients finalement des standards de beauté classiques, à savoir tout le monde a son charme, tous les types de profils sont représentés sur nos réseaux et c'est hyper important de ne pas venir pour se transformer. On vient si on ressent le besoin, on ne vient pas pour quelqu'un d'autre et on ne vient pas pour ressembler à quelqu'un d'autre et on ne doit pas tous se ressembler, c'est une évidence. Et c'est vraiment des valeurs qu'on souhaite porter et qu'on souhaite continuer à porter. On a souvent l'image d'une médecine esthétique qui est une médecine de transformation. Il faut plutôt dire que la réalité de ce qui est fait dans le cas normal, c'est la médecine de réparation ou de remédiation. On ne doit pas parler de transformation. S'il y a une transformation, c'est qu'il y a un problème. Et dans ce cas, il faut avoir un conseil et suivi éventuellement par un psy. On a des collaborations avec des psychologues, des coachs. Les médecins, s'ils en sentent le besoin, vont pouvoir réorienter les patients. On doit venir faire un traitement de médecine esthétique pour se sentir mieux, pour améliorer sa qualité de vie, pour traiter un complexe, pour réparer après une grossesse, après un cancer, après une grande perte de poids, ou tout simplement après un décès, ou d'autres choses qui arrivent tout au cours de la vie. En parlant de réparation, il y a aussi, si je ne me trompe pas, par exemple l'effacement de tatouages auxquels on renonce quand on a changé d'avis. Et là, c'est quand même assez utile d'avoir cette capacité à revenir en arrière. Pareil, les lasers des tatouages, ce sont des actes qui sont médicaux, effectués par des médecins, qui peuvent donner lieu à de graves complications de brûlure. Et on sait que plus d'un patient sur deux va vouloir retirer un tatouage. Enfin, les gens qui font des tatouages il y a des statistiques. Un tatoué sur deux va se le faire retirer, c'est ça l'idée. Il va vouloir se faire retirer un au cours de sa vie. On regrette souvent des tatouages parce qu'on fait un tatouage souvent. C'est pour ça que j'en fais pas, c'est que j'ai trop peur de changer d'avis. Et le tatouage est facile à faire, le détatouage en revanche est fastidieux, long et coûte cher. Il faut bien réfléchir avant de faire un tatouage. Donc réfléchissez bien. Vous avez parlé d'acte médical, c'est intéressant parce qu'un acte médical est donc fait par un médecin. Est-ce que aujourd'hui c'est toujours fait par un médecin? C'est-à-dire que l'obligation légale, c'est qu'il y ait forcément acte médical égal présence d'un professionnel de santé qui est le médecin. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors effectivement, c'est la loi. C'est la loi, on est d'accord, rappelons-le, c'est la loi. Même c'est la loi, il y a des actes en fait qui sont médicaux de base, de fait pour tout le monde. Une injection, ça paraît logique, enfin pas forcément pour tout le monde d'ailleurs, mais une injection effectivement doit être réalisée par un médecin. La subtilité, c'est lorsque cela concerne des traitements médicaux qui utilisent les fameuses innovations dont on a parlé, de la radiofréquence, de la cryolipolyse, des ondes micro-ondes, il y a énormément de technologies qui sont apparues ces 7-8 dernières années, qui permettent justement de répondre à cette demande avec des vraies solutions. Et ces traitements peuvent être délégués à une assistante infirmière en présence du médecin, sous contrôle du médecin, qui doit être évidemment présent dans les locaux, qui doit faire la consultation, qui doit pouvoir paramétrer la machine et pouvoir suivre le patient. Et c'est toute cette particularité-là qui n'est absolument pas aujourd'hui clair dans la tête à la fois des patients, mais aussi par un manque clair de loi et de régulation. Et ça reste évidemment un acte médical. Donc dans les faits, qu'on fasse une injection, qu'on fasse un acte de cryolipolyse, qu'on fasse de la mésothérapie, qu'on fasse de l'épilation laser, même si l'épilation laser, ça paraît, comme vous l'avez dit, anodin, dans les faits, dans la théorie, c'est un acte médical qui doit être supervisé par un médecin, qui doit démarrer après une consultation avec un médecin, et le médecin doit être évidemment toujours présent dans les locaux lorsque cet acte se déroule. Oui, comme il y a un pharmacien titulaire dans une pharmacie, donc il n'est pas absolument toujours présent, mais c'est sous son autorité que... Alors sauf que le médecin, lui, il doit être présent. Lui, il est présent. Il doit être présent physiquement, ça c'est la loi. Il ne peut pas juste faire la consultation et le déléguer, il doit être présent pendant la durée de l'acte. Donc même si il le délègue à une assistante sur place, il a le droit sur certains actes, pas tous, mais il doit évidemment être présent dans les locaux, et si le médecin n'est pas là, normalement l'acte ne doit pas avoir lieu. Alors, on parlait justement des différentes actions et parfois des dégâts, ou malheureusement des interventions qui tournent mal et qui sont souvent un petit peu médiatisées. Il y a quand même plusieurs types d'acteurs du point de vue des pratiques, et je pense que c'est un petit peu là-dessus que le livre blanc voulait clarifier des choses. Il y a des acteurs qui peut-être respectent plus ou moins la loi, on peut le dire, en tout cas sont plus ou moins strictement dans le respect de la loi, qui peut-être parfois est un peu flou, parfois en tout cas n'a pas fait l'objet de mesures d'application peut-être très très claires, et ça commence à nous amener aux recommandations qu'on essaye d'amener dans le livre blanc.
Alors oui, heureusement, il y a quand même beaucoup de bons acteurs aussi. La plupart des acteurs aujourd'hui, l'offre en France, elle est exclusivement délivrée par des médecins qui font de la médecine esthétique de manière indépendante, même s'ils n'ont pas encore la spécialité reconnue de médecine esthétique. Ce sont des médecins qui sont des médecins esthétiques, qui font de la médecine esthétique à leur cabinet, la plupart du temps, qui se sont formés avec des DU à l'université, qui sont disponibles, qui sont passionnés de ce métier, qui le font avec excellence, et qui, pour certains actes où ils ne disposent pas de l'équipement au cabinet, vont pouvoir aller louer les équipements dans des plateaux techniques tels que le nôtre ou d'autres plateaux techniques qui ont été montés par d'autres organismes très compétents également, qui mettent à disposition finalement toutes ces technologies pour que le médecin puisse bien travailler. Ça, c'est dans le cadre de la loi, ça fonctionne, mais l'acte est bien réalisé par un médecin, a été proposé par un médecin, ça peut être à son cabinet, la plupart du temps c'est dans des cabinets indépendants, ou ça peut être au sein de différents plateaux techniques comme le nôtre. Et aujourd'hui, il y en a effectivement une vingtaine en France, qui a permis en tout cas de donner accès à de plus en plus de médecins à cette offre. À côté de ça, il y a eu effectivement beaucoup de dérives, parce qu'il y a un flou qui règne et qui permet aux patients aussi de ne pas savoir qu'ils ont affaire à des acteurs illégaux. Les dérives dont on a beaucoup parlé, ce sont les fake injecteurs, donc des injections d'acide hyaluronique, voire même de toxines botuliques qui ont eu lieu dans des chambres d'hôtel, dans des endroits même pas identifiés. Des adresses, quasiment des arrière-boutiques. Quasiment des arrière-boutiques, via un compte Instagram qui en général est changé très très régulièrement une fois que l'acte a eu lieu. Et finalement, leur recrutement se passe sur les réseaux avec des prix qui sont très abordables, qui sont très promotionnels. On parle de 50%, 60-70% du prix en moins de réduction par rapport au tarif normal. Et le patient, avec des photos avant-après qui sont en général volées de vrais médecins. Oui, ou alors, pas très compliqué de prendre des fausses photos avant-après. Oui. Pas très compliqué, et puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA, ce sera pas très compliqué d'en créer. Et puis des fausses formations qui sont indiquées dans l'intitulé du compte Instagram. Et il y a eu des milliers d'injections réalisées ces 5 dernières années par des acteurs qui ne sont même pas médecins. Donc là, ça a été le premier cas qui a été signalé depuis plus d'1 an par les syndicats des plasticiens, entre autres, qui ont vraiment mené du main de maître cette dénonciation et cet accompagnement pour pouvoir justement faire réagir le gouvernement sur ce problème. Et on a les premiers délinquants qui sont aujourd'hui, qui ont été en jugement. Bien sûr, il y a des procès à la clé, des plaintes et des procès. Et c'est pénal, c'est l'exercice illégal de la médecine, il y a des sanctions d'emprisonnement, plus des sanctions financières assez graves. Et on espère que ça va vraiment permettre de contribuer à limiter ce nombre d'acteurs, mais il y en a toujours beaucoup. Parce que quand vous êtes un patient qui recherche, vous pouvez commencer à aller sur Internet et c'est pas très difficile de tomber sur des fausses offres en fait, c'est ça qui est difficile. Vous connaissez pas le marché, il n'y a aucune raison que vous sachiez. Non, puis c'est pas. Vous n'êtes peut-être pas conscient que vous faites quelque chose d'un peu bête, quelque chose d'un peu dangereux. Et les patients n'osent pas ensuite dénoncer ou porter plainte, d'abord parce qu'ils sont souvent menacés par les personnes qui les ont injectés, et ils ont une forme de honte finalement d'avoir été victimes. Ils ne savent même pas si eux-mêmes ne vont pas être embêtés pour avoir finalement été voir quelqu'un qui est hors la loi. Et puis ont peur. Je pense pas qu'il y ait de délit, en revanche. Non, on le dit. Il ne faut pas hésiter. Au contraire, dénoncer, libérer la parole, ça permet justement d'éviter à d'autres d'être victimes. Mais aujourd'hui, on en parle un peu plus. Donc sur les réseaux, ça a permis quand même à des acteurs, des patients de se rendre compte. Mais nous, on reçoit constamment. Encore il y a 15 jours, on a refait une communication là-dessus, sur les dangers des faux injecteurs. Et on a reçu encore des trentaines de messages de patients qui nous ont dit « Ah bon, mais même si la personne est infirmière, mais vous êtes sûr, pourtant elle m'a dit qu'elle a été formée, qu'elle a le droit. » Et en fait, on a beau répéter les messages, il faut continuer parce qu'a priori, il y a encore beaucoup de patients et de patientes qui sont jeunes, qui ont entre 20 et 25 ans et qui se font avoir parce qu'ils ne vont pas au bout de leur recherche, parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour se renseigner et ils prennent pour acquis l'information qui se passe, qui traverse les réseaux alors que c'est loin de l'être. Et ils vont avoir recours à ce type de traitement et les conséquences sont et ont déjà été très graves. On parle de nécrose, on parle de complications graves qui sont traitées pour le coup à l'hôpital et qui sont devenus un vrai problème, et c'est pour ça que ce premier problème a été traité assez rapidement et on en parle, et aujourd'hui on a sensibilisé là-dessus. Pour autant, c'est pas la seule façon d'exercer illégalement la médecine aujourd'hui, et c'est aussi un des sujets qu'on dénonce, parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui se sont développés aussi ces 12-18 derniers mois en France, énormément. C'est tout récent. Parce que justement, c'est un secteur qui est en plein développement, parce qu'il y a une multiplication des actes, parce que la demande
Vous parliez des requêtes sur le digital, mais oui, quand on voit qu'on a plus de 5, 6, 7 millions de requêtes par mois en France, de patients qui se renseignent sur le digital, ce sont des patients qui sont en recherche d'une adresse pour aller se faire traiter. Ouais. Et il n'y a pas forcément assez de médecins aujourd'hui ou une offre assez complète pour pouvoir traiter ou répondre à cette demande. Et donc il y a une multiplicité d'acteurs qui sont arrivés. Aujourd'hui, déjà le premier constat, c'est que pour ouvrir une boulangerie où on a besoin de demander une autorisation, pour ouvrir un centre de médecine esthétique, on n'a pas besoin. Ce qui paraît très étonnant. Enfin, très étonnant. En France, on est quand même dans un pays qui régule tout. Et on parle quand même de santé esthétique, on parle de médecine. Ça paraît en fait bizarre, pardon de vous couper, mais l'idée qu'on puisse ouvrir un centre où on fait des actes médicaux, qu'on puisse les ouvrir librement, paraît quand même assez lunaire en France, compte tenu de la réglementation légitime qu'il y a autour de la santé et des actes. Exactement, et surtout qu'aujourd'hui on est capable, on constate qu'on commence à avoir les conséquences de ce manque de... Alors, c'est pas forcément un manque de volonté, je pense que c'est un manque c'est pour ça la publication de ce livre blanc a été aussi pour sensibiliser, de se rendre compte à quel point finalement, il y a du monde qui aujourd'hui se renseigne, qui se fait traiter. Ouais. On parle de plus de 10% des Français, potentiellement 20-30% des Français demain. Donc oui, il y a une importance aussi à prêter il y a une importance de considération sur ce secteur qui n'a pas forcément été prise au sérieux jusqu'à présent, pour toutes les raisons qu'on a citées, parce que souvent mise dans une catégorie d'excès, de dérive ou de non-importance, alors qu'aujourd'hui, la médecine ou la santé esthétique, ce n'est absolument pas les transformations qu'on peut voir et qu'on voit beaucoup trop à la télé, mais c'est justement l'accompagnement du bien-être mental, physique et social de globalement tous les patients français, tous les Français sont représentés. La France est aussi très forte pour le tourisme esthétique. Les gens vont ailleurs, à l'étranger, où ils pensent évidemment trouver des choses moins chères, mais qui sont naturellement encore moins régulées. Et là, c'est peut-être encore plus la loi de la jungle et la roulette russe. Et là, en fait, ça englobe un autre sujet, celui de la communication, qui a été assoupli il y a 2 ans, justement pour être plus en conformité avec la loi européenne. Aujourd'hui, le problème de l'accès à l'information est qu'à partir du moment où il n'est pas le même pour tous, on est aussi face à une vraie concurrence déloyale. Donc même les bons acteurs qui sont en France, parce que heureusement il y a énormément de bons acteurs qui font partie du marché français et qui permettent d'avoir une belle offre de soins, seulement ces acteurs-là ont très peu de possibilités de pouvoir faire connaître leur existence et ce qu'ils font. Et un médecin à son cabinet qui fait de la médecine esthétique depuis 8 ans, qui est extrêmement compétent, ne peut absolument pas prendre la parole. Alors que sur le digital, on parle du site internet ou des réseaux sociaux, on va très vite, quel que soit le mot-clé que vous tapez, et je vous invite à faire l'exercice, les 3 premiers liens vont toujours être les liens sponsorisés qui proviennent en général du tourisme médical dont on parle. Si on veut traiter sa chute de cheveux par une greffe capillaire, on va forcément avoir finalement une réponse quasi omniprésente de sociétés qui sont en Turquie, qui sont en Tunisie, et même de sociétés maintenant intermédiaires pour envoyer en Turquie, en Tunisie. Et l'offre qui est disponible en France par des médecins qui sont compétents et qui sont capables d'accompagner le patient après, parce que le suivi reste le plus important que l'acte, lui n'a absolument pas les moyens de se faire connaître. Donc il y a aussi cette problématique-là. C'est quand même paradoxal. Plus vous êtes un médecin vraiment établi et compétent, et moins vous communiquez. Et moins vous communiquez, parce que si vous communiquez, vous risquez de vous faire interdire d'exercice pour communication, et donc vous ne le faites pas. Et donc, mais le patient, lui, se renseigne de cette manière-là. Et donc aujourd'hui, il y a aussi un débat, une question à se poser sur cette règle de communication, à partir du moment où il n'y a pas vraiment de frontière entre la France et l'Europe, parce qu'il n'y en a plus sur la médecine. Les patients n'hésitent pas à se déplacer. Et où finalement, les patients ont une offre qui est en dehors de la France. Il ne faudrait pas une harmonisation européenne. En tout cas, c'est un sujet qui existe évidemment aussi sur notre secteur. C'est pas forcément, on n'aura pas forcément toutes les réponses à très court terme, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie nécessité, en tout cas, de reconnaître aujourd'hui la spécialité de médecine esthétique en France et de d'apporter un peu plus de réponses pour pouvoir aider, en tout cas, cette régulation à se faire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se sont développés en ne respectant pas la loi, pas forcément pour vouloir frauder, mais parce que finalement, ils n'avaient, à mon avis, à mon sens, pas totalement connaissance des règles à appliquer. Il y a énormément d'acteurs qui apparaissent, qui sont des sociétés qui ont l'air totalement cadrées, totalement concernées, qui pensent être dans leur bon droit, qui pensent mettre en place des plateaux techniques qui sont compétents et répondent à une offre de soins pour des patients,
sauf qu'ils sont dans l'exercice illégal avéré de la médecine, puisqu'ils ont en leur plateau technique des technologies qui sont médicales, mais sans médecin sur place, ou en tout cas pas tous les jours. Et un médecin qui est là un jour par semaine ne donne pas de légitimité au centre, en tout cas de pouvoir ouvrir les 6 autres jours pour faire des actes et pour recevoir des patients en consultation par des non-médecins, proposer des traitements de médecine esthétique par des non-médecins. Alors justement, pour en revenir aux propositions, on parle un peu quand même du rapport entre les médecins, peut-être l'ordre des médecins, l'existence d'une formation ad hoc, d'une reconnaissance d'une fonction spécifique qui aiderait à justement une visibilité plus grande, peut-être une affirmation par les médecins même de leur rôle esthétique. Exactement, aujourd'hui j'ai eu également beaucoup de sollicitations de médecins qui font de la médecine esthétique et qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions de leur avenir, de savoir justement avec la multiplication de ces centres sans médecins qui proposent finalement des prestations équivalentes, qui sont des soins médicaux, qui sont des traitements médicaux, qui ne comprennent pas comment ces centres peuvent se développer sans médecins. Aujourd'hui, on pense, en tout cas, après avoir quand même pas mal regardé ce qui se fait aussi en Europe, parce que l'objectif a été de prendre un peu de recul, de voir des pays qui ont régulé avant nous, parce que les pays d'Europe, il y en a pas mal qui ont régulé et qui ont mis en place des dispositifs avant la France. C'est pas exactement la même chose qui est appliquée partout. Il y a des pays où on a un vrai encadrement hyper strict, il y en a d'autres où on a justement plutôt ouvert la pratique. En tout cas, la plupart des pays ont pris la mesure, et la France n'est pas avant-gardiste là-dessus. Mais l'ordre, qui a des représentants à tous les échelons, mais c'est l'ordre qui est aujourd'hui l'autorité, à notre sens, la plus apte à pouvoir justement mettre en place ces règles en collaboration avec les médecins et vérifier que ces règles soient appliquées, vérifier que, et finalement participer à cet encadrement strict. Mais l'ordre ne peut pas le faire tout seul, il faut que du côté du ministère de la Santé, ça peut être la HAS, on l'a dit, il faut qu'il y ait un minimum de reconnaissance aussi sur les structures. Parce qu'un médecin qui exerce à son cabinet, de toute façon, va demander son autorisation à l'ordre. Et aujourd'hui, les ordres sont de plus en plus vigilants et font attention aux diplômes universitaires qui ont été effectués par ces médecins. Cet encadrement, c'est un petit peu fait naturellement, mais encore une fois, il n'est pas officiel et il faut qu'il le soit. Par contre, pour tous les plateaux techniques ou les centres qui vont proposer aujourd'hui, qui vont donner accès aux médecins à une offre de plateau technique, il y a aujourd'hui un vrai flou qui existe et qui subsiste, puisqu'il n'y a pas encore eu de reconnaissance de l'existence de ces plateaux techniques par éventuellement la HAS ou autre, et qui devrait pouvoir justement permettre aussi vis-à-vis des ordres de légitimer ou pas l'existence de ces plateaux techniques et la bonne utilisation par les médecins. Bien sûr. Alors donc, si on reprend une meilleure reconnaissance de la pratique par les instances, revenir sur la non-communication ou régler ce problème du paradoxe de communication dont on parlait, peut-être d'autres idées autour d'un parcours de soins qui soit institutionnalisé, d'une charte éthique dont vous avez parlé par exemple, qui fasse que la prise en charge soit quand même comparable et qu'on évite justement des abus ou des court-circuits un peu dans le parcours. On a proposé nos médecins, il y a pas mal de médecins avec lesquels on collabore au sein de nos différents plateaux techniques, ils sont plus de 50 en France et ils collaborent eux-mêmes avec d'autres médecins. Ils sont en pleine rédaction d'un projet médical qui sera aussi présenté très prochainement, qui permettrait justement d'expliquer quel est le parcours de soins aujourd'hui des patients qui viennent avoir recours à des traitements qui concernent la santé esthétique, la façon dont ils travaillent au quotidien et les besoins qu'ils vont avoir dans leur pratique de l'utilisation justement de plateaux techniques comme le nôtre ou comme d'autres pour pouvoir finalement répondre à la demande des patients avec une vraie offre et une bonne offre de soins pour les patients. Finalement, notre proposition, elle est quand même assez contre-intuitive en France, c'est qu'on manque de régulation. Aussi incroyable que ça puisse paraître dans un domaine lié à la santé, de façon générale, et c'est vrai que ça ne nous arrive pas très souvent chez Sapiens de le remarquer, parce que la plupart du temps le problème est plutôt inverse, mais là, on manque objectivement de formes de régulation pour arriver à y voir plus clair, pour discerner les offres, pour empêcher les offres un peu abusives en réalité. Bien sûr, et on sait qu'il y a plus de 4000 médecins en France qui font de la médecine esthétique. 4000 médecins, c'est beaucoup, et pourtant cette spécialité n'existe pas aujourd'hui. Un médecin sur 3 qui s'est installé cette année, on lui a reproché que son métier n'existait pas. Est-ce que la peur de l'ordre, me fait l'avocat de l'ordre des médecins, est-ce que la peur de l'ordre, c'est que la médecine esthétique accroisse le manque de médecins pour le reste? Est-ce que c'est... Alors c'est pas une peur, c'est une réalité. Ils sont en droit de se poser la question puisqu'on se la pose tous. Et on a eu de nombreuses discussions avec différentes personnes au sein des ordres. Et la question
n'est pas forcément de statuer pour ou contre. La question est de se dire, il y a un constat, il y a aujourd'hui un besoin de traiter ces patients. Donc la santé esthétique aujourd'hui, c'est, encore une fois, c'est pas la transformation, c'est la réponse à un vrai besoin qui reste du domaine médical. Et le médecin qui a envie de pouvoir proposer des traitements de médecine esthétique doit de toute façon s'être formé au préalable. Et donc il y a un besoin aussi de reconnaître quelles sont les formations qui sont reconnues pour traiter ces patients. Mais l'objectif, c'est pas forcément d'interdire un médecin ou d'accepter certains médecins, c'est de donner un cadre qui soit accepté et qui soit acceptable pour pouvoir aussi répondre à la demande. On ne peut pas garder un tout petit nombre de médecins parce que sinon, ce serait entre guillemets ça ne répondrait pas au problème, puisque les patients sont là, vont vouloir se faire traiter et iront forcément chez des non-médecins s'il n'y a pas de médecins qui sont capables, entre guillemets, de pouvoir traiter ces patients. En revanche, et c'est pour ça qu'on a proposé dans notre pacte éthique l'année dernière cette solution, l'objectif c'est de proposer aux médecins, en tout cas, de garder une activité de soins à mi-temps et de pouvoir, sur l'autre partie de leur temps, 2-3 jours par semaine, pouvoir en complément d'activité proposer de la médecine esthétique, ce qui est quand même aussi un complément de revenu dont ils ont besoin, parce qu'il faut aussi rappeler la réalité. La médecine esthétique n'est absolument pas prise en charge, donc ça ne pèse pas sur la sécurité sociale, et c'est un réel complément de revenu pour des médecins qui en ont besoin. Et aussi, de nombreux médecins sont passionnés par ce métier, donc c'est quelque chose qui les épanouit, et il n'y a a priori pas de raison pour lesquelles un médecin qui a fait 10 ans d'études ne peut pas aussi s'insérer professionnellement dans une carrière qui les épanouit intellectuellement et Bien sûr. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Nous avons plein de questions sur le chat qu'on m'a envoyé. Parmi les questions, combien d'emplois générez-vous dans les territoires? Alors, si on parle de création d'emplois, donc je le rappelle, tous les médecins ne sont pas salariés, ils sont 100% indépendants. Donc les médecins, eux, ne font pas partie. Ils sont indépendants, ils sont en libéral, ils gèrent leur emploi du temps de manière indépendante et ils ont leur cabinet à côté pour la plupart du temps. En création d'emplois purs, nous, donc, on a donc effectivement des salariés qui vont être au sein des plateaux techniques 100% mis à la disposition de ces médecins. Et ils sont entre 10 et 15 par plateau technique. D'accord. On crée en général une quinzaine d'emplois dans l'année d'ouverture d'un plateau technique. C'est quel niveau de formation? Donc les médecins, on sait, mais alors c'est quel type de compétences les gens qui sont là-bas? Alors, il y a plusieurs types. Il y a des infirmières qui toujours une ou deux infirmières sur place, des assistantes qui proviennent de différents milieux qui vont assister les médecins et les accompagner pour améliorer leur plan de traitement avec les patients pour accompagner leur parcours. On a évidemment le directeur de clinique, le manager, qui supervise la qualité des plateaux techniques, qui supervise qui manage l'équipe, qui vérifie que le médecin peut travailler dans de bonnes conditions. On a des hôtesses d'accueil, des secrétaires médicales. Donc c'est des compétences assez diverses en fait. Assez diverses. On a des agents d'entretien pour faire en sorte que les lieux soient en permanence bien nettoyés avant et après chaque traitement. Enfin, il y a une rigueur sur l'asepsie aussi qui est assez stricte. Et on a des nutritionnistes, diététiciennes qui sont toujours présentes pour être mises à la disposition des médecins dans le cadre de traitement de la silhouette. Puisque ce qu'on constate, c'est que quand des patients viennent pour des problèmes de poids ou des traitements qui sont liés à la silhouette, s'ils font juste le traitement mais qu'ils n'ont pas un accompagnement diététique à côté, le traitement un an plus tard n'aura servi à rien et en définitive on fait quand même ce métier pour les aider à trouver des vraies solutions qui soient durables. Et donc on a rajouté ce type de profil dans nos plateaux techniques et les médecins ont la possibilité ou pas d'y avoir recours, mais très souvent ils mettent en place une consultation avec une nutritionniste diététicienne pour pouvoir mieux accompagner le patient lors de ce type de traitement. Ça fait partie de l'espèce de prise en compte holistique de la santé en ne se limitant pas à l'acte et en comprenant que ça correspond à quelque chose de plus grand pour que ça soit utile effectivement de ce point de vue-là. Il y a une question à laquelle on a un tout petit peu répondu. Y a-t-il un pays modèle en Europe en termes de réglementation de la profession, de ces activités? Alors, si on devait trouver un pays idéal, ce serait qui aujourd'hui en Europe? Alors aujourd'hui, tous les pays sont en quête de trouver le bon modèle. Du modèle. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'intervient pas en premier, on a aussi la possibilité d'analyser les conséquences de certains marchés comme Londres où ils ont tout dérégulé, où finalement n'importe qui peut injecter, y compris une infirmière, enfin pas n'importe qui, pardon, mais une infirmière peut injecter en plus des médecins, comme aux États-Unis par exemple. Et ce qu'on voit, c'est que les patients sont en quête justement d'aller dans des endroits où on est sûr que ce soit un médecin qui performe l'acte et pas forcément une infirmière. Et les médecins, finalement, le fait d'ouvrir le marché parce qu'on a envie de pouvoir répondre à la demande et qu'on n'a pas forcément envie de solliciter tous les médecins, c'est pas forcément
la réponse idéale, puisque en définitive la qualité qui est prodiguée du soin aux patients est diminuée lorsqu'on diminue finalement l'exigence qu'on a envie d'y porter. Mais on regarde des pays comme l'Espagne, l'activité se porte très bien, les patients y ont recours avec plaisir et sans excès, et pour autant la communication est un peu plus ouverte évidemment. Pour autant, on n'a pas de problématique de transformation de la population, bien au contraire. Autre question intéressante, là encore on l'a un tout petit peu effleuré, mais ça fait un peu rêver, c'est les progrès technologiques qu'on peut attendre. Est-ce qu'il y a des progrès, des choses sur lesquelles on fait qui sont peut-être pas possibles encore aujourd'hui, mais dont on commence à penser qu'elles vont le devenir? Il y a aussi des traitements qu'on ne peut pas faire en France, qu'on peut déjà faire ailleurs, mais clairement, l'innovation est impressionnante. Et la vitesse à laquelle l'innovation technologique évolue, et c'est à la fois ce qui est passionnant, mais c'est aussi ce qui peut faire peur dans la démarche perpétuelle finalement de réinvestissement, puisque tous les 3 mois on se retrouve à devoir recevoir des nouveaux dossiers où on se dit finalement on ne peut pas passer à côté, donc on va reprendre des nouvelles technologies, on va proposer des nouvelles technologies aux médecins qui sont en permanence finalement assez sous le charme de la beauté qu'on met à disposition de leur savoir pour pouvoir justement mieux répondre aux patients. Oui, dans les 5 prochaines années, il va y avoir énormément de nouveautés, et aujourd'hui on ne sait même pas ce qu'on aura dans 3 ou 4 ans vu la vitesse à laquelle ça se développe. Donc on est constamment sur une amélioration des technologies déjà sur ce qu'on propose, avec une diminution de l'éviction sociale, globalement, moins de douleur, moins d'éviction sociale, plus de résultats. Donc on est aussi l'éviction sociale, c'est le fait d'être moins en société, d'être beaucoup plus solitaire justement du fait d'un problème esthétique, c'est ça? C'est aussi la conséquence d'un traitement. C'est-à-dire que les mêmes traitements qu'on propose aujourd'hui, on peut clairement retourner travailler juste derrière. C'est l'équivalent de l'ambulatoire. On va avoir très peu de marques pour un meilleur résultat, alors qu'il y a 3 ou 4 ans, on allait avoir plus de douleur, plus de marques et peut-être moins de résultats. Donc on est déjà dans cette perpétuelle optimisation, et les laboratoires et les industriels travaillent énormément là-dessus pour pouvoir justement améliorer la prise en charge de la douleur pour le patient. Parce que quand on parle de parcours patient, c'est aussi très important. On n'a pas envie d'avoir mal quand on traite un problème de santé esthétique. En tout cas, on a envie d'avoir le moins mal possible et plus de résultats. Donc déjà, les évolutions face à ça sont assez impressionnantes. Et puis après, les évolutions technologiques qu'on va avoir pour aller plus loin sur la chute de cheveux, sur les problèmes d'acné, sur les problèmes de santé intime, sur le surpoids, sur les cicatrices, sur le relâchement cutané. On est en permanence bluffé par la qualité des nouvelles technologies qu'on nous présente. Et tous les trimestres, on est capable d'avoir une nouvelle technologie qui vont intégrer nos plateaux techniques parce que réellement nécessaire. Alors une autre question, on en a un petit peu parlé, quelle est l'influence des réseaux sociaux de la télé-réalité dans l'augmentation de la demande? Question, on ne peut pas la gratter, je pense qui est légitime. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a une? C'est possible? Alors, je pense qu'il y en a une, il y a 4-5 ans, il y a eu une vraie démocratisation de la médecine esthétique, finalement, une découverte de cet univers qui était totalement méconnu par les réseaux sociaux, parce que c'était aussi le début de l'utilisation de manière aussi intense des réseaux sociaux, et par l'explosion de la télé-réalité, et à un moment où ils ont commencé à fréquenter eux-mêmes des établissements de médecine esthétique. Avec ou sans partenariat, nous on n'a jamais fait de partenariat avec eux, même si on nous l'a souvent reproché, parce qu'on a juste eu beaucoup de personnalités influentes qui sont venues utiliser des traitements au sein de nos différents plateaux et qui ont posté leur expérience. Mais il y a aussi beaucoup de centres qui ont utilisé ces influenceurs comme des vecteurs pour faire connaître leur identité, avec des partenariats. Et c'est aussi pour ça qu'on a constamment critiqué la médecine esthétique, qu'on a associé à ces personnalités, parce que aussi beaucoup de centres et beaucoup de médecins ont sollicité des influenceurs pour pouvoir finalement faire connaître leur établissement. Donc il y a 3, 4, 5 ans, oui, il y a eu un impact, mais pas forcément un impact négatif. Ça a aussi permis d'ouvrir un peu les portes de cet univers qui était totalement méconnu, parce qu'en France, il y avait un tabou total autour de la médecine esthétique, autour de la santé esthétique, et l'interdiction formelle de communiquer avant l'assouplissement du décret il y a 2 ans ne permettait pas aussi de faire savoir le savoir-faire qu'on a en France. Et c'était important aussi de pouvoir ouvrir les portes et de pouvoir expliquer qu'il y a des choses qui existent et comment ça se passe. Aujourd'hui, je pense plus que ce soit le cas. Déjà parce que l'influence autant que telle a vraiment évolué, et aujourd'hui les patients et les patientes font la distinction entre de la publicité, puisque les influenceurs finalement sont des vecteurs, des panneaux publicitaires, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans, où on n'avait pas de notion réellement
de tout ce qui se passait derrière. Et surtout, ils sont beaucoup moins présents. Ouais. Parce que même eux reviennent un peu en arrière sur leurs décisions, parce que même eux ont fait des actes. Et c'est aussi la beauté du secteur de la santé esthétique, c'est qu'il n'y a rien qui est immuable, contrairement à la chirurgie où il faut absolument prendre la mesure d'une intervention chirurgicale parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, le résultat est définitif. La médecine esthétique, si on ne le refait pas, les produits sont les bons produits. Je ne sais pas pour les produits achetés sur Internet, mais les bons produits sont totalement résorbables. Donc en fait, entre 12 et 18 mois, le produit va partir. Donc on peut revenir en arrière, on peut regretter un acte ou ne plus en avoir besoin et ne juste plus le refaire. Et c'est aussi ce qui permet à un patient de pouvoir être à un moment de sa vie, d'avoir besoin d'avoir recours à un acte parce qu'on a besoin de se sentir mieux, et puis 1 an ou 2 ans après, finalement, ne plus en avoir besoin et ne pas recommencer. En tout cas, on nous a souvent posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un effet addictif? Et donc on a mesuré cette statistique en mesurant le taux de retour, le nombre de fois où les patients revenaient dans les établissements. Et sur les 3 dernières années, il est resté entre 1,8 et 2,2 fois par an, quelle que soit la tranche d'âge. Il n'a pas évolué positivement, on ne revient pas plus une fois qu'on démarre. En tout cas, sur les 3 dernières années. Il n'y a pas de dépendance à l'acte médical de santé esthétique. Nous, on ne l'a pas constaté sur les 300 000 actes qui ont pu être réalisés par les médecins. Et on le mesure depuis évidemment 3 ans de manière systématique. Et on ne constate absolument pas d'accélération. Merci beaucoup, ça y est, l'heure que nous étions impartie est écoulée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je crois qu'on a vraiment fait bien le tour de la question. Tracy Cohen-Sayag, merci encore de nous avoir éclairés. Et ben voilà, on va suivre l'évolution réglementaire, l'évolution de la demande de ce marché méconnu mais très intéressant. Oui, exactement. Merci de m'avoir reçu et puis j'étais ravie aussi de pouvoir collaborer sur cet ouvrage. C'est un plaisir.